Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de comment sortir son épingle du jeu en reconversion informatique. Donc, avant de commencer vraiment dans les tips, les remarques, etc., tout d'abord vous dire à toutes et à tous à quel point je suis admirative pour beaucoup d'entre vous par rapport à l'investissement que vous mettez dans votre conversion, par rapport au fait que vous lâchez pas l'affaire malgré les nombreux refus d'employeurs, de recruteurs, et puis à quel point aussi vous y croyez en votre histoire professionnelle pour beaucoup d'entre vous. Donc sur ça, vraiment bravo et j'espère sincèrement que cette vidéo vous apportera encore plus de matière pour aller plus loin dans votre conversion. Donc déjà, tout d'abord, vous avez enfin acté le fait de dire au revoir à votre ancienne vie. Donc cela passe déjà par un parcours souvent en interne de votre entreprise actuelle et par rapport à votre employeur. Ça se passe aussi par rapport à votre psychologie et votre état d'esprit. Est-ce que voilà, vous êtes vraiment prêt à changer? Et parfois, il y a des éléments déclencheurs. Il y a une histoire professionnelle compliquée ou encore même des complications personnelles. Bon bref, il y a toujours de bonnes raisons et moi en tout cas je les trouve toutes légitimes en l'état. Mais une fois qu'on on a dit go, pour beaucoup d'entre vous, j'ai pu le voir, c'est à un moment donné par quoi commencer en fait. Et donc là, tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est trouver la bonne formation courte, en fait. Alors, si évidemment vous avez opté pour une formation courte, souvent c'est le cas. Après, il y en a des personnes qui sont capables justement d'aller en école d'ingénieur, et tant mieux pour elles, en fait. Mais la bonne formation courte, c'est aussi comment ça s'évalue. Ça s'évalue par le degré de pragmatisme et de projet concret que le propose la formation. Ça s'évalue aussi par la qualité des mentors. Donc ça, c'est des questionnements à voir par rapport à la formation. Ça s'évalue par le degré de capacité à travailler aussi en équipe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui proposent des ateliers pour ça. Et ça s'évalue aussi par la réputation. C'est tout bête, mais il y en a certaines qui sortent du lot. J'ai en tête typiquement, par exemple, Epitech Academy. J'en ai entendu beaucoup de bien, un exemple. Donc voilà, donc je les connais pas toutes, donc je pourrais pas vous dire celle-ci est mieux qu'une autre, mais c'est ces questionnements déjà à avoir sur leurs résultats aussi. Est-ce que ces formations, elles ont une base de données, une base d'informations qui permettent de montrer qu'il y a eu une transformation de l'essai par rapport à toutes les personnes qu'elles ont accompagnées. Il y a Simplon aussi que j'ai en tête, qui est une des premières, on va dire, formations courtes qui a été plutôt pas mal, on va dire, qui a bien pensé à leur projet, à l'idée d'accompagner les individus et ça se ressent sur le terrain. Ensuite, il y a définir votre projet, où vous voulez aller. Alors, il y a effectivement ce que vous propose la formation courte et du coup, vous rentrez dans une sorte de ce que j'appelle moule, parce qu'il y a souvent, malheureusement, souvent les mêmes technologies. Mais au-delà de ça, à un moment donné, il y a ce qu'on vous donne comme formation, mais aussi vous, ce qui vous anime en fait. Moi, j'entends souvent des histoires de personnes qui me disent j'aime l'informatique depuis que je suis tout petit, j'adore aller sur des sujets d'infra ou sur des sujets de jeux vidéo. Donc il y a effectivement ce qu'on vous donne comme technologie pour apprendre, mais aussi vous, ce qui vous anime intérieurement, ce que vous avez déjà fait. Il y en a certains, ils ont déjà fait par exemple de l'intégration web ou ce genre de choses. Donc il faut cumuler les deux et définir un projet, c'est à la fois entre ce que vous aimez, ce que vous savez faire et ce qui est employable en face. Des personnes qui vont par exemple trop aller sur le sujet front-end, c'est très bien, mais il faut avoir conscience aussi que le marché en face, il n'y a pas beaucoup d'opportunités sur cette partie-là, par exemple. Donc, soit tu y vas à fond, soit vous y allez à fond, mais il faut avoir conscience aussi de tout ça par rapport au marché. Donc, c'est pour ça que je parle aussi de se faire aider, accompagner. Ça peut être par des recruteurs, agents de carrière, ça peut être par des mentors techniques, ça peut être aussi par vos propres formateurs, pour avoir une vision assez complète de ce qui se fait sur le marché. Et c'est important d'être clairvoyant. J'en viens à ce point aussi, c'est-à-dire des fois, vous partez peut-être de plus loin que certaines personnes de votre promotion dans la formation courte. Donc, il y a peut-être plus d'investissement à réaliser sur de la formation, de l'auto-formation, etc., etc. Peut-être aussi vous visez un secteur plutôt de niche. Quand je dis de niche, c'est peut-être qu'il y a moins d'offres, encore une fois, sur le marché. Donc, comment, à un moment donné, avoir les bonnes pistes en face et ça demande parfois un investissement de recherche, un investissement en temps, un investissement peut-être aussi financier s'il y a des formations à payer ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui fait la différence
C'est le point d'après où là, c'est plus concrètement dans le pragmatisme. Qu'est-ce que moi, je vous suggère de faire? Alors, ça reste ma vision des choses par rapport à mon expérience. Il n'y a aucune vérité toute faite dans ce que je vais vous dire, mais je pense que vous pouvez quand même en tirer quelque chose. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez fiers de votre histoire personnelle. Je vois assez souvent, une fois que vous avez entamé cette démarche de reconversion, le passé a disparu, que ça soit sur vos supports de CV, que ça soit des fois sur votre présentation LinkedIn ou dans vos expériences, que ça soit même dans le discours en entretien, mettant une sorte de table rase sur ce que vous avez été en fait, et prévoir envisager le futur, c'est être aussi en réconciliation avec son passé. C'est un petit peu philosophique ce que je vous dis, mais c'est vrai, et c'est vrai que des fois, dans la manière dont vous parlez de votre passé, c'est soit un passé compliqué, et donc du coup, ça donne pas envie, alors que j'en suis persuadée qu'il y a beaucoup de jobs qui donnent envie, en fait, de par le relationnel client, de par le relationnel par rapport aux collaborateurs, de par peut-être la dimension d'analyse, par exemple les analyses financiers ou les domaines des statistiques, ou je sais pas, je pourrais citer plein de métiers comme ça, où il y a des choses à mettre en valeur, en fait, dans ce que vous avez pu apporter dans cette ancienne vie, tant au niveau des aptitudes humaines, peut-être aussi des aptitudes techniques. Bref, il y a des ponts à faire en fait entre ces deux mondes, et soyez fiers en fait de ce que vous avez pu faire des fois pendant 10 ans dans cette vie. Ensuite, quand il faut parler un petit peu de votre parcours, je le constate assez souvent, et c'est normal parce qu'on vous l'apprend peut-être pas, et puis c'est pas aussi automatique pour tout le monde, mais c'est important vraiment de parler du contexte projet, c'est-à-dire, admettons que vous avez développé un projet personnel ou un projet avec l'école, ou même un projet en stage ou en alternance. C'est important d'expliquer vraiment, à mes yeux, c'est quoi le besoin en fait. On part d'où? Quel a été le besoin exprimé, où les gens veulent aller? Qu'est-ce que vous avez mis en place? S'il y a eu des choix techniques, s'il y a eu des choix méthodologiques, s'il y a eu aussi, je sais pas, des ratés, des réussites. Et puis derrière, exprimer vraiment le livrable en fait. Qu'est-ce que vous avez apporté dans ce projet? Et même si c'est un tout petit projet, il y a certainement des choses à dire. Tout est à prendre en fait dans la discussion. Et j'en viens un peu aussi aux besoins métiers utilisateurs. Des fois, vous parlez très vite de la technique, des choix techniques, etc., sans forcément parler qui sont les utilisateurs en fait. C'est des personnes en interne, c'est des personnes à viser grand public, ce sont plutôt des décideurs, ce sont plutôt des amis, quoi. Peu importe, mais en fait, qui sont-ils et pourquoi ils ont fait appel à vous aussi, et finalement pourquoi ils sont contents, pas contents, quels ont été, on va dire, le bilan de cette de ce choix-là. Ensuite, il faut vraiment, à mes yeux, sortir aussi du dogmatisme technique. C'est-à-dire que moi, en fait, je le vois assez souvent. Il y a des personnes qui me disent, bah voilà, moi, j'ai été formée sur React, et donc du coup, je veux que faire React. Alors, je peux le comprendre parce que c'est une sorte de zone de confort par rapport à, on va dire, à vos connaissances, mais plus vous ouvrez les chakras, plus vous montrez de l'ouverture d'esprit, plus ça donne aussi envie de vous accompagner en tant que junior ou débutant sur un poste. Et on sait combien que l'ouverture d'esprit, quand on débute, c'est super important, et même aussi plus tard, mais encore plus quand on est dans un début de carrière. Donc vraiment montrer que voilà, il y a peut-être une appétence, une envie qui s'exprime davantage, par exemple côté front-end ou côté back-end ou côté infra, mais vous fermez pas la porte à la connaissance, à l'enrichissement personnel sur tous les autres pendants du SI en fait. Euh, Cinquième point, arrêtez de vous dévaloriser, de minimiser pardon, vos compétences. Je vois beaucoup de personnes qui disent voilà, je suis junior, je sais pas faire. Bah, junior, pas tant que ça. Des fois, quand il y a 10 ans d'expérience derrière soi, c'est plutôt débutant plus que junior. Et puis aussi, par rapport à des tas de projets que vous avez pu faire, il y a plein de choses certainement que vous avez apporté à cette entreprise. Vous avez eu parfois un impact bien plus important que vous ne le croyez. Donc, minimisez pas ça. N'utilisez pas des formules qui atténuent vos compétences ou même vos réalisations. Encore une fois, soyez fiers aussi de ce que vous avez fait, même si c'est une jeune expérience. Donner de la matière. Donc là, quand je dis ça, c'est vraiment, il y a le discours et la réalité. Et je pense que la réalité peut se traduire à travers plein de choses, à travers des projets personnels, à travers un portfolio, à travers, je sais pas, plein d'éléments qui en fait vraiment vont avoir du poids dans le fait d'expliquer vos compétences, et donc à travers justement un portfolio, c'est par exemple mettre, je vais essayer de m'exprimer bien,
vos compétences techniques derrière le code de ce portfolio. C'est pas juste de présenter vos compétences et de montrer qu'en fait vous savez coder en faisant ce portfolio, quoi. Et c'est pas juste faire le portfolio pour faire le portfolio. Je sais pas si je suis claire en disant ça, mais j'ai par exemple une personne qui m'a montré un projet e-learning qui était super pertinent. Et à travers justement les explications, déjà elle montrait qu'elle était en lien avec la dimension métier. Elle avait compris les enjeux voilà, utilisateurs. Et aussi, elle m'a montré le code, elle m'a expliqué, etc. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené, en fait, que de mettre justement de la matière dans ses compétences. Donc vraiment, les side projets, ça sert à ça en principe, c'est d'avoir des choses à montrer en fait aux employeurs. Ensuite, comment vous avez développé votre culture technique dans ce milieu? Ça me semble aussi très très important. Il y a des voilà, ça va partir par des lectures, de la veille, ça va être aussi des rencontres. Et c'est important en fait. Des fois, je vois des personnes qui sont très très bons, ou du moins très spécialisée, bonne sur un sujet technique, et puis après, quand il s'agit d'aller vraiment prendre de la hauteur de vue sur les enjeux sociétaux de la tech, sur les enjeux même environnementaux de la tech, sur les enjeux aussi d'open source, sur les enjeux, je sais pas, même par rapport aux bonnes pratiques, le craft, etc. Parfois, il y a un gros blanc, en fait, et c'est super important aussi de se dire qu'on appartient à une industrie, et donc les industries, elle a sa culture, elle a son histoire aussi, et elle a ses forces, ses faiblesses. Et donc, c'est vraiment important aussi d'être vraiment en lien avec son industrie. Et enfin, mettez en avant, si vous avez la possibilité d'être avec un mentor, pour vraiment qu'on puisse contacter ce mentor en fait et qu'il puisse nous donner un retour sur ce que vous avez travaillé ensemble. Ça vous donnera aussi des bons, je pense, réflexes, des bonnes habitudes en termes de développement. Donc pour ça, il y a Mentor Moi qui existe, voilà, qui est une plateforme où vous pouvez contacter des mentors. Moi, j'avais fait un listing Google Sheets sur Book My Mentor, par exemple. Donc si vous voulez, voilà, je peux vous l'envoyer avec grand plaisir. Et donc, il y a des personnes qui se portent volontaires pour vous accompagner, faire des simulations d'entretien technique, aussi aller justement un petit peu chatouiller vos compétences et vous faire un retour en totale neutralité. Pour le coup, il n'y a pas l'enjeu de l'entretien, donc ça peut vraiment avoir son intérêt. Et dans cette même logique, construisez un vrai réseau, mais pas juste des ajouts comme ça pour ajouter des ajouts sur LinkedIn, mais vraiment aller discuter avec les personnes, comprendre leur réalité, comprendre parfois où se situent les ratés dans votre entretien, aller vers des personnes influentes qui peuvent peut-être vous aider, et ainsi de suite. Ensuite, où aller? C'est pas évident sur ce point-là parce que des fois, il y a des personnes qui postulent vraiment partout. Et je peux le comprendre parce qu'on peut s'imaginer effectivement que ça va rapporter un petit peu plus de retours, mais c'est important de travailler son approche aussi. Et donc, déjà, un secteur qui, pour le coup, recrute pas mal d'alternants, de stagiaires, de personnes en reconversion, c'est le monde de l'ESN. Donc moi, je l'apprécie pas spécialement ce monde-là, mais je suis pas là pour juger. En fait, je suis aussi là pour vous donner une vision du marché. Il y a parfois des écoles en interne comment dire, des ESN, hein, comme par exemple Octo Academy, me semble bien, ou la Con du Lion Vert chez Arola, etc. Donc, ils permettent à un moment donné de vous faire la main sur des missions, soit en forfait, donc c'est-à-dire en interne dans l'ESN, mais aussi en mission potentiellement chez des clients. Donc, ça vaut ce que ça vaut le monde ESN. Il y a plein de choses à redire, mais en tout cas, il peut y avoir vraiment du bon à en tirer quand on débute. Ça reste vraiment ce que je dis, voilà, une bonne école pour commencer le développement. Ensuite, il y a contacter votre propre réseau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous avez construit votre réseau, il y a des personnes qui, voilà, des fois, moi, ça m'est déjà arrivé par rapport à Book My Mentor, un certain Jérémy Buguet qui est ultra compétent dans le fait de faire du mentoring à pas mal de monde. D'ailleurs, bonjour Jérémy. Et donc, vraiment, cette personne, elle me disait, bah voilà, j'ai accompagné quelqu'un, ça a été une pépite, une grosse révélation. Il est clair que si j'ai un job pour lui, bah, je vais le contacter, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est que les personnes, il faut qu'elles pensent à vous quand à un moment donné, elles ont des besoins, ou quand leurs collègues ou quand leurs contacts ont des besoins, ils puissent penser à vous. Donc, vraiment, ajouter des gens sur LinkedIn, c'est pas uniquement ça, avoir un réseau, c'est aussi rencontrer les gens, discuter, aller à des meet-up potentiellement, aller à des confs. Aujourd'hui, c'est le cas. Pendant le Covid, les portes étaient fermées. Là, maintenant, ça reprend pas mal. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller à leur rencontre, justement, des confs qui peuvent vous sembler en phase avec ce que vous souhaitez dans votre projet de carrière. Allez aussi sur des projets open source.
Oh la faute, mon Dieu, j'ai mis un S à source, désolée. Bref, donc vraiment, c'est important dans le sens où parfois, c'est un bon tremplin, ces projets-là. C'est un bon tremplin pour justement contribuer, réfléchir en mode équipe, se rendre compte un petit peu aussi des enjeux en termes de besoins, voilà, du marché. Et c'est aussi une façon, encore une fois, d'aller aussi vers du réseau, rencontrer des individus. Et parfois, beaucoup de recrutements dans des structures très tech recrutent comme ça, en fait, par des contributeurs qui vont sur leur projet et ainsi de suite. La startup, c'est bien aussi, mais pareil, il faut vraiment faire attention, bien questionner, parce qu'il y a celles qui recrutent parfois en conversion ou des juniors pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire juste parce qu'elles n'ont pas le budget. Et donc, ne prévoit pas toujours une démarche d'accompagnement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez tout seul à faire tout et n'importe quoi en mode roue libre. Alors certes, c'est la bonne école parfois pour certains, mais il faut avoir conscience aussi qu'à côté, bah, si vous prenez des mauvais réflexes, un petit peu comme la conduite en voiture en fait, ça va vous suivre après tout le long de votre carrière. Donc, soit il y a un accompagnement sincère, oui, en interne, soit vous avez la possibilité, bah, à côté, encore une fois, d'avoir des mentors qui puissent au moins vous aider, vous épauler dans cette prise de poste un peu risquée, quoi. Multiplier les possibilités aussi au niveau des statuts. Donc, certaines personnes sont malheureusement enfermées dans soit alternance, stage, etc. Bah, proposer des choix en disant, bah voilà, je suis aussi ouvert au CDI, comme à l'alternance, comme au freelancing, notamment sur les formations courtes, c'est souvent beaucoup plus facile, un petit peu moins typiquement pour les écoles d'ingénieurs ou ce genre de choses, quoique des fois ça s'ouvre aussi. Mais voilà, dites que vous êtes ouvert et parfois c'est juste le statut qui peut bloquer en fait la prise de poste. Donc n'hésitez pas à montrer votre motivation aussi par cette ouverture-là. Ce qu'il faut absolument arrêter de faire, alors c'est pas simple, hein, mais déjà, je l'ai pu le voir, ne pas personnaliser votre approche. J'ai déjà vu des mails entrants pour des postes qui disaient clairement qu'ils étaient ouverts en plus les clients aux juniors, aux conversions, et cetera, avec un mail vide en fait. Mais il n'y a même pas eu le bonjour, ou parfois c'est un bonjour avec des hashtags sur les mots-clés au niveau de la stack. Je suis dev, voilà mon CV. Quoi, je trouve que c'est très pauvre en matière d'approche, surtout si vous montrez que vous êtes motivé, tout de suite la personne aura cette impression qu'au moins vous avez fait cet effort quand même de comprendre le projet en recrutement. Surtout, sans prétention, mes projets où c'est des romans en fait, où j'écris tout, du détail, je donne un petit peu voilà de la matière, donc à contrario, bah voilà, en retour, pardon, en contrepartie, j'attends aussi qu'il y ait un peu de matière et ça fait souvent pour moi la différence quand une personne vraiment, j'ai senti qu'elle a lu, qu'elle a écrit des choses, soit par rapport à son histoire personnelle, soit par rapport à son CV, soit par rapport à un projet en commun. J'en sais trop rien, mais tout de suite, moi, ça me met en tout cas la puce à l'oreille et je me dis, tiens, là, j'ai envie de rencontrer cette personne. Cesser aussi les incohérences entre ce que vous appréciez faire. Par exemple, si vous dites que vous aimez la qualité ou vous aimez le développement front-end et que du coup, dans les supports que vous présentez, GitHub, projet perso, etc., ça répond pas à ça en fait. C'est-à-dire, le visuel, il est parfois pas beau du tout, alors que vous dites aimer le développement front-end, l'UX, etc. Donc là, il y a une incohérence. Ou encore même les sujets de qualité, si vous faites pas de test, par exemple, j'en sais trop rien, mais on peut s'imaginer que du coup, ça soit que de la parole en l'air, que ça soit que du bullshit et que ça se traduise pas, en tout cas, dans vos livrables. Donc, c'est important vraiment déjà voilà, de pousser ces livrables, de dire bah, à des mentors ou des gens que vous connaissez dans votre entourage, qu'est-ce que tu en penses, le code derrière, est-ce que tu as pu le voir, etc., etc., de façon à avoir vraiment un regard critique sur ce que vous proposez dans la fameuse matière que je disais tout à l'heure, proposer de la matière, mais il faut que ça soit en cohérence avec votre discours. Faut arrêter de ne pas se renseigner sur l'entreprise. Donc moi, des fois, j'ai vu des personnes en entretien qui me disent, alors attendez, je sais plus à quoi j'ai postulé, c'était de laquelle déjà, et là, je me dis mince, en fait, quoi, je sais que déjà avoir des entretiens pour certains c'est assez rare. Si en plus vous en avez et que vous faites pas justement cet effort de personnalisation sur ce que vous avez pu lire, etc., c'est problématique. Il y en a qui ont été encore même plus loin dans les choses pertinentes, je trouve, c'est carrément d'essayer, quand c'est possible, la solution, de télécharger, de voir peut-être les failles du truc, de faire des remontées un petit peu en mode, bah ça je l'ai pas compris, ça, vous dites dans l'annonce qu'il y a ça, mais en fait quand j'ai vu votre application ou je sais pas votre projet, je l'ai pas ressenti. Est-ce que vous pouvez me donner des détails?
détail et on sent l'esprit critique, on sent que la personne, elle a été vraiment à la découverte de la solution et donc on se dit c'est un vrai professionnel en fait. C'est pas juste un développeur ou une développeuse, c'est une personne qui est capable aussi d'aller au-delà de la technique. Et aussi, dernier point, se fermer à la critique. Moi, j'ai déjà vu des personnes, soit en poste, soit même dans le processus de recrutement, avoir du mal avec soit mon feedback, soit les feedbacks des équipes techniques, quand il a lieu, parce que c'est pas toujours le cas, hein, je l'entends bien, mais quand il a lieu, et donc se fermer, être un petit peu vexé, sensible, et je l'entends, parce que des fois c'est pénible hein, d'avoir effectivement des refus sur refus et encore des refus, mais c'est vraiment important de prendre tout ça et d'aller vraiment chercher du détail, d'aller chercher la discussion, de faire en sorte à un moment donné que cet échange, elle vous serve pour la suite, en fait, que ça soit sur des attitudes, des comportements en entretien, mais aussi peut-être sur un raisonnement, des réflexes en informatique qui ne sont pas encore là. Et demander à ces gens, mais qu'est-ce que vous me donneriez comme tips concrets, en fait? Est-ce qu'il faut que j'aille sur Udemy pour me former sur ça? Est-ce que vous avez des idées de formation? Est-ce que vous avez des idées de personnes qui pourraient m'aider sur ça? Ça montre, en fait, à quel point, finalement, bah, la critique, elle peut vous servir à quelque chose et vous pensez plus solution que problème. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir ce raisonnement dans le monde de l'informatique. C'est quand on pense à, quand il y a une critique en équipe ou de par le manager ou de par, je sais pas, l'utilisateur, quand la personne est câblée solution, bah, elle avance beaucoup plus vite dans ses projets. Il y a un travail d'équipe qui est beaucoup plus aussi favorable, appréciable. Et donc, si vous, déjà, dès la critique, vous avez cette posture-là, ça peut être que bon pour la suite dans votre vie de développeuse ou de développeur. Voilà à tous. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ce petit format vous plaît, que ce qui a été donné jusqu'à maintenant dans cette présentation vous servira. Certainement que j'ai oublié des choses, donc vraiment n'hésitez pas à y mettre des commentaires, à me faire des retours aussi sur des points que vous voulez aborder, donc que ce soit sur les sujets de la reconversion, mais pas que. Je ferai ça avec vraiment grand plaisir. Voilà à tous. Merci et très très bonne journée.